Bonjour et bienvenue à cette formation de la bibliothèque de la HEIGVD. Nous allons voir aujourd'hui comment publier dans une revue scientifique. Cette formation est disponible au téléchargement en format PDF sur l'intranet. Il peut être frustrant de publier dans une revue scientifique car il y a beaucoup d'allers-retours, de révisions et de corrections. Cela peut être décourageant et démoralisant, mais tout cela fait partie du processus. Les publications ont pour objectif d'être lues et de susciter des réactions exprimées notamment à travers des citations et des références. On entend qu'il est important de publier pour évoluer dans sa carrière, mais il est surtout important de publier pour donner de la visibilité à son travail. C'est ainsi qu'on pourra échanger et réaliser de nouveaux projets avec d'autres chercheuses et chercheurs. Enfin, concernant le domaine économie et services, il faut savoir qu'une part du financement de la HESSO est attribuée en fonction du type et du nombre de publications réalisées dans les instituts. Avant de se lancer, il faut penser à plusieurs éléments. S'assurer que cela apporte quelque chose à la communauté scientifique, on ne veut pas quelque chose qui a déjà été fait. Il peut être intéressant d'en parler avec son supérieur ou son équipe pour voir ce qui est fait dans sa discipline. Il faut également se demander quel genre d'article on veut écrire. Un article théorique, un article présentant des résultats, une revue de littérature. Un même sujet peut être pris selon plusieurs angles. Il faut aussi savoir avec qui on va l'écrire. Et enfin, ou surtout, dans quelle revue va-t-on publier? Voici quelques critères pour choisir une revue. En premier lieu, le type de revue. Les revues spécialisées acceptent des articles pointus sur un domaine de recherche précis, et les revues interdisciplinaires sont en général davantage ouvertes. On va ensuite vérifier si le sujet choisi cadre avec la mission de la revue. En anglais, on va parler de aims and scopes, c'est-à-dire d'objectifs et de champs d'application. Dans quel journal cet article aura le plus de chances d'être lu et utilisé par les membres de ma communauté scientifique? Lisez quelques sommaires des numéros précédents et quelques articles pour vérifier que votre cible est la bonne. Cela peut sembler évident, pourtant c'est une des principales raisons pour lesquelles les articles sont refusés. Un autre critère important est la réputation de la revue. On écrit pour être lu, la taille de l'audience est donc l'un des critères pour choisir un journal. Mais ce n'est pas une métrique qui reflète la qualité scientifique des articles publiés. Certains journaux, extrêmement spécialisés, publient d'excellents articles dans leur discipline, malgré une audience confidentielle. Il faut aussi penser à d'éventuelles obligations institutionnelles. Si l'on écrit dans le cadre d'un projet FNS, ce dernier exige que les articles soient disponibles en open access. L'open access est justement le dernier critère principal. Il est important de se poser la question de l'accessibilité de son article. Il est dans tous les cas conseillé de choisir une revue qui ne s'oppose pas à la mise en ligne de l'article dans une archive ouverte. Je reviens un instant sur le critère réputation de la revue. Il est important de se demander si la revue est connue dans votre entourage professionnel et reconnue dans votre domaine. Y avez-vous déjà lu des articles de qualité? On peut éventuellement examiner le facteur d'impact, un indicateur calculé par la société Clarivate. Il donne le rapport entre le nombre de citations à cette revue dans une année donnée, pour les articles parus les 2 années précédentes. Mais cet indicateur doit toujours s'accompagner d'un argumentaire qualitatif, comme nous l'avons vu précédemment. En outre, les revues récemment créées ne peuvent logiquement pas disposer de facteurs d'impact. Pour vous donner quelques exemples, on voit ici les facteurs d'impact pour 2 revues, d'un côté en économie et de l'autre en nanosciences et nanotechnologie. On voit qu'il y a une grande différence. Un facteur d'impact de 9 pour Journal of Political Economy et de 39 pour Nature Nanotechnology. Mais l'un est 4e sur 376 revues du domaine, tandis que l'autre est 2e sur 106 revues seulement. Attention donc à relativiser ce critère. Quand on parle de réputation de revue, il est important de s'attarder sur les revues prédatrices. Ces dernières sont des revues dites scientifiques avec des pratiques douteuses, notamment l'absence de révision par les pairs. Si on publie un article dedans, cela peut avoir des conséquences sur votre réputation professionnelle. Un des indices les plus courants est la manière dont on est recruté pour écrire un article. Par exemple, un mail flatteur vantant les qualités de votre travail de diplôme et la promesse d'une parution très rapide. Pour en savoir plus, cliquez sur la fiche pratique Évaluer une revue. En cas de doute sur le sérieux d'une revue, discutez-en avec vos collègues et votre bibliothécaire. Je reviens enfin sur le critère Open Access, car toute recherche financée par l'argent public devra être en Open Access dès 2024. 3 options principales s'offrent à vous. Le Green Open Access, où l'on peut déposer gratuitement avec un embargo une version d'un article publié dans une revue scientifique classique. Le Gold Open Access,
ou contre paiement de frais de publication on publie dans une revue strictement ouverte. Et enfin, l'open access hybride, où l'on paye des frais de publication pour que son article soit accessible à tous au sein d'une revue à abonnement. Si vous êtes perdu dans les méandres de l'open access, je vous invite à suivre la formation ad hoc. Il y a également des critères secondaires que vous devez prendre en compte. S'il y a des frais de publication, ou APC, de combien sont-ils et qui va les prendre en charge? Quel est le mode d'évaluation de la revue et quels sont les délais avant que l'article soit publié? Il faut bien garder à l'esprit que les délais de publication varient de 6 mois à 1 an, parfois plus. La périodicité de la revue peut également avoir un intérêt, notamment pour les disciplines à forte actualité. Il convient aussi de vérifier quelles sont les consignes de rédaction appelées directives aux auteurs ou Authors Guidelines. Elles sont propres à chaque éditeur, voire à chaque revue. Règles de structure, type de fichier, nombre de pages, etc. Afin de ne pas perdre du temps par la suite, il vaut mieux formater d'emblée l'article selon ces consignes. Enfin, il faut s'intéresser au dépôt des données qui sous-tendent votre article. Ce dépôt est-il obligatoire ou pas? Sous quelle forme? N'hésitez pas à suivre nos formations sur le sujet, gérer les données de recherche, introduction au DMP du FNS, organiser les données, etc. Pour vous aider, les bibliothécaires de l'UDEM au Canada ont constitué une grille d'analyse pour que vous puissiez constituer votre liste de revues et comparer les conditions de publication. Vous pouvez également utiliser le site Sherpa Romeo qui recense les publications scientifiques. Pour chaque revue, vous trouverez les informations de base, puis est indiquée la politique de l'éditeur pour chaque type de version de votre article. Ici, la version publiée peut être contre paiement de frais de publication mise en open access. Attention, dans ce cas précis, il s'agit d'open access hybride. La version acceptée peut être publiée sur un dépôt institutionnel, par exemple Harrod, après un embargo de 12 mois. Il est essentiel de vérifier quels sont vos droits avant de soumettre un article pour être certain de respecter les exigences de votre bailleur de fonds ou de votre institution. Mais que doit-on faire pour soumettre un article? Il y a parfois des appels à propositions, souvent pour des numéros thématiques, mais majoritairement, la soumission d'un article va être spontanée. Il est impératif de respecter les directives aux auteurs propres à chaque éditeur. Comme nous l'avons déjà vu, il s'agit d'un ensemble de règles de structure du texte, de style pour les citations, la manière dont on doit traiter les tableaux, etc. Le non-respect de ces directives est une des raisons principales de refus des articles. Et bien entendu, il faut rédiger l'article. Votre article devra bien sûr avoir un cadre théorique clair. Il faut toujours soigner le titre et le résumé, car ce sont des éléments qui vont donner l'envie, ou pas, de lire l'article. Le résumé est d'ailleurs parfois demandé séparément. La revue de littérature doit être complète et bien faite. C'est un élément qui revient régulièrement dans les commentaires négatifs de révision. N'hésitez pas à utiliser nos ressources électroniques pour la réaliser ou à emprunter un bibliothécaire pour vous aider. Le texte du manuscrit doit aussi parfois être anonymisé et il faut bien veiller à ce que ce soit le cas. Enfin, pensez à multiplier les relectures, notamment si vous devez rédiger dans une autre langue maternelle que la vôtre, et demandez de l'aide à vos collègues pour une relecture croisée. Après la soumission, on peut s'attendre à ce que cela prenne plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour avoir une première réponse. Un premier tri va être fait par l'éditeur. Est-ce que l'article correspond au type de contenu ou sujet publié dans la revue? Respecte-t-il les consignes de rédaction? Plusieurs articles sont éliminés dès cette étape. Il est donc très important d'y faire attention. Si l'article ne passe pas ce premier tri, on reçoit parfois une réponse plus rapide. La seconde étape va être la révision par les pairs, aussi appelée peer review, ou par un comité de lecture. Des experts vont se pencher sur la structure, le contenu et le point de vue scientifique de votre article. En général, ce sont des chercheuses et chercheurs bénévoles, ce qui peut expliquer les longueurs du processus. Cette révision peut se faire en double aveugle, c'est-à-dire que les réviseurs ne savent pas qui a soumis l'article, et vice-versa. Quand le nom des auteurs est connu, on parlera de relecture simple aveugle, et quand tous les noms sont mentionnés, il s'agit d'une relecture ouverte, ou Open Peer Review en anglais. Peu importe le mode choisi, ils vont fournir des suggestions de correction et des commentaires pour améliorer la qualité de l'article. La sélection de ces articles peut être très rigoureuse dans la première et la seconde phase. Ensuite, 4 réponses sont possibles. Le refus ou rejet par l'éditeur, le refus par les réviseurs, la demande de révision et de nouvelles soumissions,
Et enfin, l'acceptation. Si votre article est refusé, essayez de comprendre pourquoi en lisant le rapport des réviseurs et voyez s'il est possible de faire une nouvelle tentative après avoir pris compte des commentaires, et en visant par exemple une revue où le thème conviendrait mieux. Parlez aussi de votre refus à vos collègues pour essayer de comprendre ce que vous auriez pu faire différemment. Il faut savoir qu'en médecine, entre 80 et 95% des articles sont rejetés. Il est intéressant de noter que jusqu'à 62% des articles initialement rejetés seront finalement publiés après correction. La route est longue, mais c'est normal, cela fait partie du parcours. Vous trouverez le lien vers l'article d'un réviseur d'Elsevier qui explique quelles sont les 8 grandes erreurs qu'il rencontre le plus souvent. La réponse « réviser et soumettre à nouveau » est à prendre littéralement. L'article est concrètement refusé, mais si vous révisez votre manuscrit et que vous le soumettez à nouveau, il sera examiné une nouvelle fois. Ce sera une nouvelle soumission, on repart au début du processus, et il est possible que les réviseurs soient différents. Si vous resoumettez une nouvelle version, mais sans appliquer les commentaires, expliquez pourquoi. Vous pouvez aussi expliquer les changements apportés au manuscrit et où les trouver. Quoi qu'il arrive, évitez le ghosting. Ne disparaissez pas sans répondre. C'est très mal vu de faire ça, et pourtant c'est une pratique fréquemment rencontrée. Si vous décidez de ne plus avoir affaire à une revue, dites-le. Si l'article est accepté, il faut rester attentif aux petites demandes de correction, coquilles, etc. de dernière minute. Attention, entre le moment où l'article est accepté et la publication effective, il peut encore s'écouler du temps. Une fois que l'article sera publié, il faudra encore lui accorder un peu de temps en favorisant sa diffusion. Vous avez normalement été attentif à donner un titre intéressant, voire accrocheur, et les résumés et mots-clés donneront envie au lecteur de lire votre article. Vous aurez également pris soin d'utiliser votre identifiant OrcaID pour que tout votre travail de recherche soit lié. Et enfin, vous aurez fait le nécessaire pour que votre publication soit déposée sur Harrod. Si vous ignorez complètement de quoi je parle, direction les formations. Nous arrivons au terme de cette formation, c'est maintenant à vous de faire mûrir votre réflexion et vos articles. Quelques éléments à retenir. Le choix d'une revue doit être fait le plus tôt possible. Cela permet de prendre en compte l'ensemble des instructions et recommandations aux auteurs de la revue. Ayez des attentes réalistes. Un chercheur qui vient d'être diplômé ne sera pas publié dans Nature. Restez courtois, quoi qu'il arrive. Et enfin, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos collègues ou aux bibliothécaires qui pourront vous aider à trouver une revue en adéquation avec votre projet. Des formations complémentaires sont disponibles pour approfondir les questions de publication et de gestion des données de recherche. Vous trouverez toutes les infos sur l'intranet. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou que vous souhaitez de l'aide pour trouver une revue. Je vous rappelle que cette formation est téléchargeable. Elle est accompagnée d'une courte bibliographie si vous souhaitez approfondir le sujet et d'une liste de critères à garder sous la main pour choisir votre revue.